Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Oui, un plaisir infini, puisque là, nous allons décortiquer le sujet suivant. L'opposition politique joue-t-elle réellement son rôle en République du Bénin? C'est la première question que nous allons tenter de relever dans cette émission. Et si le temps nous le permet, nous irons au second sujet. Le scrutin législatif de 2023, la neutralité du champ vivement demandée par le de prendre ce niveau de Monileb. Si certains, pas, mais d'autres ont véritablement la peur au ventre, tenez-vous tranquille, il n'y a pas la peur au ventre au cours de cette émission-là. Nous essayerons forcément de donner le même droit ou d'être satisfait. Avant donc, la campagne électorale qui démarrera sous peu, de toute façon, le scrutin législatif sera vécu en République du Bénin au regard de l'actualité politique comme une fête au cours de laquelle les partis politiques visiteront les contrées pour aller défendre leur programme, histoire de placer au niveau de l'hémicycle des députés à l'Assemblée nationale. Le travail libère l'homme et assure l'indépendance. Valentin Dibochat, c'est avec ce maxime que je démarre cette émission. Le travail libère l'homme et assure l'indépendance. Ça fait partie, n'est-ce pas? D'abord, bonjour Modeste Dossani. Oui. Bonjour à Valentin Dibochat. Téléspectateurs. Ça fait partie, n'est-ce pas, des raisons pour lesquelles nous sommes sur Terre. L'homme doit travailler, n'est-ce pas, forcément pour se libérer d'un certain nombre de vices, notamment l'oisiveté, l'ennui, la souffrance. Donc, forcément, il faut travailler. Mais pas seulement travailler, hein, c'est le travail bien fait. Il faut s'assurer que nous faisons bien ce qu'on a à faire pour pouvoir attendre donc des rémunérations, des rétributions. Donc l'homme est appelé à faire un travail, ça c'est la première chose, à bien faire ce qu'il a à faire, c'est la deuxième chose. Et ça, c'est ce qu'on pourrait faire pour donner, n'est-ce pas, à notre descendance les bonnes manières. Leur apprendre très tôt que non seulement il faut faire ce qu'on a à faire, mais il faut bien faire ce qu'on a à faire. C'est la seule façon, n'est-ce pas, d'être fier d'avoir accompli son devoir. Seule façon d'être fier de participer, n'est-ce pas, à l'édification de sa nation. Lorsque chacun, à son niveau, fait bien ce qu'il fait, c'est sûr que la République va décoller. Le développement, ce n'est pas qu'une affaire de décideurs, c'est une affaire de chaque maillon de la chaîne. Nous sommes chacun des maillons d'une chaîne et cette chaîne-là s'appelle la nation et chacun donc devra bien jouer son rôle pour que cette nation-là puisse connaître un essor. Merci Valentin Dibochat. Oui, juste à ma droite, j'ai Spero Aoussinou. Heureusement que cette fois-ci, je n'ai pas cherché le nom dans ma tête. Spero Aoussinou, votre gris-gris, je l'ai dominé finalement. Spero Aoussinou, c'est pas la grande forme, mais de toute façon, le devoir vous appeler, vous répondez. Donc, est présent sur cette émission. Spero Aoussinou, bonjour. Bonjour Modeste, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs du groupe de presse La Gazette du Golfe. Le travail est libérateur, dit-on, vous l'avez dit. Chaque individu, chaque homme devra se mettre résolument à la tâche afin de se satisfaire, afin de franchir certains Rubicons. Il est essentiellement important que l'homme puisse faire un métier, que l'homme puisse faire un travail. Et je pense que la citation dont vous venez de faire allusion illustre parfaitement cette réalité des choses. Modeste Dossani. Oui, merci Spero Aoussinou, Aristide Kanoussou, que nous n'avons pas eu lors du week-end écoulé. Aristide Kanoussou, il a se requinquer puisqu'il continue de respirer la jeunesse sur sa tête. Aristide Kanoussou, vous êtes superbement beau ce matin. Hein. C'est tant pis pour les jeunes filles et tant pis pour madame à la maison. Aristide Kanoussou, bonjour. Bonjour, Modeste Sanivano. Bonjour à tous les amis téléspectateurs, les internautes et surtout les auditeurs qui, en tout cas, prennent du plaisir à nous suivre. Bon, pas tant pis pour madame ou tant pis pour les jeunes filles, parce que moi j'aime souvent... Tant mieux pour madame. Tant mieux pour elle. Oui, voilà, oui, tant mieux pour elle, véritablement. Et j'aime à me référer à la Sainte Écriture, si vous voulez. C'est
par rapport à la citation du jour, vous savez, plus qu'une punition, c'est comme une malédiction qui a frappé les hommes, où l'homme est appelé à manger à la sueur de son front. Absolument. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une obligation. Nous sommes contraints de travailler. Alors, quand nous venons dans le contexte social, travailler aujourd'hui, ça devrait permettre normalement à ce que chaque jeune, puisque vous avez dit que je respire la jeunesse, chaque jeune puisse vivre de son travail. Mais quand vous faites un sondage aujourd'hui au Bénin, on vous dira que, eh bien, nous avons donné tel nombre d'emplois, tel nombre de ceci et tel nombre de cela, mais le chômage continue toujours de s'affirmer, de s'imposer dans nos contrées, et la jeunesse est toujours en perte de repères par rapport à tout ce que le pouvoir en place peut leur proposer comme opportunité de travail, comme opportunité de pouvoir apporter leur pièce, leur pierre à l'édifice pour la construction de la nation dont parlait tout à l'heure Valentin Djiboucha. Une chose est sûre, c'est que le travail, nous sommes contraints tous de le faire, mais est-ce que nous avons tous l'opportunité de le faire? On vous dira que oui, nous sommes des jeunes, il faut aller à l'auto-emploi, il faut être créatif, il faut être innovateur, etc. etc. Une chose est certaine, c'est que chaque jeune, chaque personne, qu'elle soit âgée ou je ne sais pas, que sa femme ou homme, doit pouvoir savoir que le travail dont nous parlons, on a besoin d'un soutien quelconque, que ce soit du pouvoir public ou des bonnes volontés, pour pouvoir l'amorcer véritablement. Oui, le travail libère l'homme et assure l'indépendance. Merci. Eh bien donc, à la direction générale de Golf TV Africa qui est allée me chercher dans la profondeur de l'abîme. Je suis là, oui, je suis là, j'ai du boulot et ce qui me permet véritablement d'être libéré dans la tête, il faut avoir le courage de le dire. Valentin Djiboucha, vous avez été pour beaucoup dans mon retour ici à Golf Télévision. Si entre-temps, vous n'avez pas milité pour mon retour, si entre-temps la direction générale n'avait pas accepté d'aller me chercher dans ma traversée du désert, je n'aurais pas un boulot entre les mains et peut-être que je ne serais pas libéré dans la tête. Vous confirmez, Valentin Djiboucha? Nous sommes à la veille, n'est-ce pas, de la nativité. On saurait accepter votre confession pascale, parce que là, la période pascale est encore bien loin là-bas. Je souhaiterais, n'est-ce pas, que nous mettions beaucoup plus l'accent sur la nécessité surtout d'apprendre à nos enfants que le travail bien fait libère l'homme. L'homme dans sa tête. Parce que l'homme libre, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, qui est à l'abri du besoin. Il n'est pas esclave du besoin. Il est à l'abri du besoin. Et pour que cela soit une réalité, je pense que c'est aussi bien de la responsabilité de l'acteur, de l'agent qui travaille, que de la responsabilité de l'employeur qui l'emploie, pour que, n'est-ce pas, les deux travaillent en symphonie, en harmonie, pour permettre, n'est-ce pas, l'essor tant recherché par chacun et par tous. Voilà. Merci. Un invité dans cette émission, Karim Goundi, responsable à la communication du Parti des démocrates. On a fini par dénicher quelqu'un parmi eux, puisque les démocrates se sont fait désirer à plusieurs reprises à nos micros. Bon, c'est vrai que à la faveur des événements qui ont cours désormais en République du Bénin, on arrive à les interviewer, mais nous avons réussi à le faire sortir cette fois-ci. Monsieur le responsable à la communication, bonjour. Bonjour. Vous êtes la bienvenue sur Golf TV Africa. Merci beaucoup, merci Modeste. Il faut que quand même je puisse corriger quelque chose. Il faut que je puisse corriger quelque chose, monsieur Modeste, c'est vrai. Nous n'avons jamais fui les micros. Au contraire, quand vous nous appelez, nous courons, nous venons vers vous parce que nous savons que vous avez des auditeurs et des internautes qui sont très nombreux, qui nous suivent. Et comme il a dit la dernière fois, nous avons le Parti des démocrates a besoin de vous pour continuer son combat. N'est-ce pas? Allez, Aristide Kanousso. Oui, vous avez suivi notre invité. Je ne saurais que confirmer ce que vous avez dit en partie, parce qu'effectivement, au départ, le Parti Les Démocrates s'est fait véritablement désirer, parce qu'on a couru derrière eux dans toutes les rues presque. Mais bon, finalement, on a fait rendez-vous sur... Il paraît que c'était stratégique. Oui, c'était stratégique. C'était une stratégie qui leur permettait véritablement de faire économie de vérité et de rebondir. Oui, j'ai fini par comprendre leur objectif. Et puisque, in fine, ils ont pu obtenir le récépissé définitif pour participer au scrutin législatif du 8 janvier prochain, oui. Ils ont commencé quand même par faire l'effort de s'ouvrir légèrement à nos micros. Ça n'a pas été facile la fois dernière, avant que Karim Goundi ne participe à l'émission pour compte sur ce plateau. Non, mais je pense qu'il faut
faut que ça s'arrête. Parce que là, on est en plein, n'est-ce pas, dans la partie où il faut expliquer aux populations ce qui se passe. On est curieux de savoir ce que les démocrates nous proposent. Et pour cela, il faut que ces responsables, à tous les niveaux, n'est-ce pas, se rendent disponibles pour nous permettre d'avoir l'information. On va revenir dans le débat tout à l'heure. De toute façon, vous avez un représentant, puisqu'il est l'œil vigilant en matière de communication du parti Les Démocrates un peu partout sur le territoire béninois et pourquoi pas au-delà du territoire béninois. Valentin Dibaucha, le premier sujet, l'opposition politique, joue-t-elle réellement son rôle en République du Bénin? L'opposition politique. Oui, Valentin Dibaucha. Est-ce que l'opposition joue son rôle? Je dirais que nous sommes dans un contexte atypique où pendant plusieurs années, ils sont restés, n'est-ce pas, en berne, donc ils renaissent de leurs cendres. Et cela, tout à l'heure, on va le comprendre avec tout ce que les auditeurs, nos amis qu'on a rencontrés dans Cotonou ont pu nous dire sur la question. Nous allons donc demander de l'autre côté que l'on établisse la jonction entre le studio A et le studio B, jonction faite déjà, ce qui nous permettra donc d'aller directement visiter Naomi Soumanou de l'autre côté, qui va fixer entièrement et totalement le décor dans cette émission, et nous reviendrons pour le débat par la suite. Modeste Aliwanou, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me retrouver ce week-end. Pour ce journal de Morning Live, nous démarrons avec l'actualité nationale. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu mardi les représentants des formations politiques. La rencontre ouverte à la presse s'inscrit dans le cadre de la réglementation de la campagne médiatique des élections législatives. C'était aussi l'occasion pour le tirage au sort des dates et ordres de passage dans les médias. Suivez ici les représentants de quelques partis politiques, à savoir Moël Bénin, la FCBE et l'UP, le Renouveau, au micro de Spéro Aossinou et de Paul Sabadjou. Moël Bénin a tiré le numéro 1. Et je voudrais rappeler que déjà au niveau de la Sénat, nous avons tiré au niveau du spécimen le numéro 1. C'est à croire que le chiffre 1 est devenu notre chiffre fétiche et notre chiffre porte-bonheur. Et j'estime que ce chiffre pourra nous être vraiment utile et motivant pour la suite. Mais je voudrais également remercier l'ARAC, le président de l'ARAC, les conseillers et les cadres de l'ARAC pour tout ce qu'ils font pour que l'élection qui s'annonce et la campagne qui s'annonce puisse se dérouler dans de très bonnes conditions et éviter tout éventuel dérapage et permettre aux partis politiques de se faire entendre dans l'équité et je dirais en toute transparence. Ce n'est pas la première fois que l'ARAC nous convie à cet exercice. Nous étions déjà là pendant les élections communales, pendant les présidentielles de 2021. L'ARAC a décidé depuis quelques années d'apporter une innovation en ce qui s'agit de l'intervention des partis politiques ou des candidats dans le cadre des campagnes électorales. L'ARAC a décidé de réglementer un peu la campagne pour qu'il y ait plus d'équité et de justice. Bon, c'est l'objectif principal. Et nous avons souligné tout de suite, puisque nous avons été habitués de la chose, dans la mise en œuvre, il y a par le passé quelques couaffes. Et nous avons souhaité que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, notamment le président et ses conseillers, puissent prendre toutes les dispositions pour que les petits couacs par le passé puissent être corrigés. Et dans ce cadre, sinon, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Nous avons fait un tirage au sort et l'ordre de passage dans les médias qui seront mis à disposition des partis politiques et de nos différents candidats pour passer leur message, plaider pour le programme de législative et attirer beaucoup plus d'électeurs à la cause du parti politique. Il faut dire que la HAC a mis en place une organisation très intéressante et cela a permis à chaque parti de se retrouver dans une position très confortable. En ce qui nous concerne, vous savez très bien que l'Union progressiste, le Renouveau, du point de vue des statistiques et tout, aujourd'hui, c'est le parti qui est en tête. Donc, que nous nous retrouvons où nous nous sommes retrouvés, cela vient un peu confirmer les choses. Parce que
le proverbe est connu en ce qui concerne l'ordre quand on se retrouve dans des positions. Ce que nous voudrions aussi dire, c'est que, on l'a tantôt rappelé, c'est de féliciter la RAC pour les innovations qui ont été apportées en ce qui concerne l'organisation de débats entre les partis politiques et surtout dans les langues nationales également, et l'association de médias, au-delà des médias du service public, une liste plus large de médias, donc avec du privé, pour que le message des partis politiques aille très loin et aille auprès d'un audimat plus large. Donc c'est à féliciter. Et voilà en gros ce que nous avons à dire, que chacun retourne sur le terrain et continue son travail de mobilisation et de marketing politique pour que le 8 janvier, le meilleur gagne, tout en respectant les dispositions qui ont été évoquées en ce qui concerne par exemple la gestion de la campagne médiatique pour qu'il n'y ait pas d'étincelle de ce côté-là. Tout le monde sait que lorsque l'information est mal gérée, lorsqu'elle elle va porter atteinte à la cohésion et au calme public, cela vient déstabiliser tout ce que nous avons mis en place. Donc, il y a une invite à la responsabilité de chaque acteur pour que tout se passe bien. Après leur nomination au Conseil des ministres mercredi 13 juillet 2022, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS ont officiellement pris fonction le lundi 12 septembre 2022, 12 décembre, à la suite d'une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État. Le collège de l'ARS est composé de 9 personnalités, dont le président Lucien Dessougbété. Au micro de Gulf TV Africa, il revient ici sur ce qui a motivé les réformes dans le secteur et pourquoi la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Suivez. Le secteur de la santé au Bénin, il y a ces indicateurs qui ne sont pas bons ou qui sont au rouge, disons. Et au nombre de ces indicateurs, je voudrais partager avec vous uniquement 3, bien qu'il y en ait beaucoup plus. Ces 3 indicateurs que je voudrais partager avec vous sont en lien avec la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Ces 3 indicateurs, les voici. Le premier, c'est vous dire que sur 100 000 naissances vivantes au Bénin, nous avons 391 femmes qui vont décéder. Or, la femme n'a pas été créée pour mourir en donnant la vie. Donc ces 391 femmes qui meurent sont 391 décès de trop. Puisque quand nous regardons du côté des pays développés ou avancés, on dénombre entre 10 et 12 femmes qui vont décéder pour 100 000 naissances vivantes. Quand on laisse la maman et qu'on s'occupe du nouveau-né, on se rend compte au Bénin que sur 1000 naissances vivantes, 30 enfants vont décéder avant l'âge de 1 mois. Et quand on pousse le curseur à l'âge de 5 ans, nous allons retrouver dénombré 55 décès chez ces enfants avant l'âge de 5 ans. Et ces chiffres sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui rendent compte du fait que le secteur sanitaire est un système qui ne fonctionne pas bien et qui est au rouge. Deuxième élément qui motive les réformes, ce sont les résultats de l'état des lieux de ce secteur, qui ont été réalisés par la commission technique chargée des réformes dans le secteur de la santé, qui a identifié des faiblesses nombreuses. Ces faiblesses nombreuses concernent à la fois la gouvernance, le leadership, la qualité des services, les ressources humaines, bref, tous les piliers du secteur ne sont pas bien opérationnels. Et ces 2 éléments sont suffisants pour motiver qu'une réforme en profondeur soit mise en place. Et ces réformes sont d'autant plus motivées qu'on se rend compte, toujours avec l'état des lieux, que malgré tous ces aspects de faiblesse, on trouve quand même dans le secteur des professionnels de la santé qui travaillent avec un professionnalisme et une volonté de toujours bien faire.
On trouve aussi des services dans les établissements de soins qui, alors que d'autres font pas très bien, s'appliquent à mieux faire et à servir des soins de qualité. On va même trouver des établissements tout entiers qui s'échinent, qui s'efforcent à produire, à délivrer des soins de qualité aux populations. Donc tous ces éléments permettent de dire qu'il y a de l'espoir en s'appuyant sur ces quelques éléments qui sont encore opérationnels et qui souhaitent contribuer à l'amélioration des performances du secteur. L'autorité de régulation du secteur de la santé, ou ARS, est l'autorité qui a été mise en place à l'issue des travaux des différentes commissions, comités qui ont travaillé dans le cadre de la mise en place de la réforme du secteur de la santé. Alors pourquoi cette autorité? En effet, quand on regarde le système du secteur de la santé, c'est un système complexe qui ne fonctionne pas dans le sens de produire de la performance. Et quand on a un système complexe, il faut toujours un élément de régulation qui permet à toutes ces différentes unités du système de travailler dans le sens de produire de la performance. Et c'est pour cela que l'autorité de régulation a été mise en place avec la mission de veiller à ce que la réalisation du droit à la santé soit effective pour tous, et ceci en s'appuyant sur l'amélioration continue de la qualité des soins. En effet, les éléments de l'état des lieux ont montré aussi que la qualité des soins était un élément de faiblesse importante. Or, le Bénin a opté pour une couverture sanitaire universelle qui veut dire que tous les Béninois, en tout cas tous ceux qui résident sur le territoire béninois, ne doivent rencontrer aucun obstacle lorsqu'ils ont besoin d'aller chercher des soins de santé. Donc qu'ils y arrivent facilement, qu'il n'y ait pas d'obstacle financier, en tout cas qu'ils n'aient pas à supporter des dépenses qui les précipitent dans la pauvreté ou les maintiennent dans la pauvreté. Et enfin, quand ils y vont, qu'ils y rencontrent des soins de qualité. Donc la qualité est un élément très important qui ressort dans cette mission qui a été confiée à l'autorité de régulation de la santé. Et voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de ce journal de Morning Live. Modeste Aliouanou, je vous rends l'antenne. Merci Naomi Choumanou, merci pour ce point de l'actualité, ce qui nous permet de descendre dans les débats sur ce plateau. Valentin Dibouchard, l'opposition politique joue-t-elle réellement son rôle en République du Bénin? J'ai le sentiment qu'il y a plein une opposition politique, parce que tout porte à croire qu'il y en a dans cette opposition qui reptilise la nuit pour aller donc dire donne-moi un peu, comme mon ami Pascal Todinou a pris l'habitude de dire. Valentin Dibouchard, est-ce qu'il y a une opposition politique en République du Bénin? Il serait prétentieux de dire qu'il n'y a pas une opposition politique en République du Bénin. Vous êtes d'accord avec moi que Paul Hunkwe, c'est le chef de file de l'opposition sur papier, donc il y a quand même un chef de file. Quelle sorte d'opposition, Valentin Dibouchard? Donc, Paul Hunkwe, par exemple, est responsable de FCBE qui se réclame de l'opposition. Nous avons le parti MPL, dirigé par notre ami Espérance TB, qui est également un parti de l'opposition. Et nous avons les démocrates qui se veulent donc un parti de l'opposition. Donc dans cette opposition, nous distinguons peut-être deux types d'opposition. Les démocrates qui entendent briller par leur absentéisme dans les débats politiques. Ça pourrait se comprendre et se justifier. Ils ont quand même un représentant sur Absolument. ce plateau. On lui laissera le soin de nous dire exactement ce qui se passe. Personnellement, je pense que c'était une stratégie, parce qu'on a eu la chance quand même d'échanger avec les hauts responsables de ce parti-là, qui nous disaient que bon, ça faisait partie de la stratégie, ne pas trop s'exposer pour se faire donc tuer dans l'œuf. Il fallait donc faire un repli tactique et bien aiguiser, n'est-ce pas, sa stratégie avant de se lancer. Seulement, pour nous, on a l'impression que la vitesse à laquelle les démocrates se font sentir sur le terrain n'est pas la bonne. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure. Il est important pour les Béninois de savoir ce que c'est d'abord qu'un parti politique, quel est son rôle et quelle est, n'est-ce pas, sa contribution
à l'avancée, n'est-ce pas, de notre pays. Donc, il est important, avant de parler de l'opposition, de définir un parti politique qui est un regroupement de gens qui ont les mêmes idées. Je pense que l'article 2, les partis politiques sont des groupes de citoyens qui partagent des idées, des opinions, des intérêts communs et qui s'associent, n'est-ce pas, dans une organisation ayant pour objectif de conquérir et d'exercer le pouvoir et de mettre en œuvre des projets politiques. Et ça repose, ça recentre le débat. Conquérir le pouvoir, l'exercer et mettre en œuvre, n'est-ce pas, des projets politiques. Et nous sommes à l'heure où les partis politiques devront nous parler des différents projets qu'ils sont en train d'implémenter, ou qu'ils entendent implémenter une fois à l'Assemblée nationale, parce que c'est de là que tout part pour pouvoir conquérir donc, le plus grand pouvoir qui est l'exercice du pouvoir au niveau de la tête de la République. Oui, avant de donner la parole à notre invité, je vais prendre l'avis de Aristide Kanoussou. Aristide Kanoussou, dans mon introduction liminaire tout à l'heure, je parlais d'une opposition qui est absente véritablement dans les débats politiques en République du Bénin. Aristide Kanoussou. Mais ça, c'est très évident en ce sens que le chef de file de l'opposition dont parle le doyen Valentin Adibocha, moi, je ne l'ai jamais entendu se prononcer sur une question d'actualité, de société. En tout cas, tous les problèmes que nous avons, depuis qu'il a été nommé chef de file de l'opposition, moi, je ne le vois pas. Mis à part la dernière fois où il se pointe pour dire que le chef de l'État est en train de faire du saupoudrage en augmentant les salaires des travailleurs. Et là, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est vraiment une stratégie de communication, ça, là? Est-ce que lui, il est en train de jouer le rôle de l'opposition en faisant ça? Parce que les gens se sont battus. Les gens ont travaillé. Nous, les journalistes, on a milité ici. En tout cas, on est resté dans le juste milieu des choses parce que nous sommes embêtés par la condition de travail des enseignants notamment, et pourquoi pas des enseignants surtout, et en général des travailleurs. Et aujourd'hui, il y a une augmentation salariale, même si c'est dans le secteur public et que le secteur privé aussi attend son impact. Eh bien, et lui se pointe aujourd'hui pour dire que le chef de l'État a mal fait, par exemple, de faire cette augmentation en cette période et que ce serait des alibis ou des moyens de campagne, de politique, etc. etc. Donc pour lui, il aurait bien fait de ne pas répondre du tout à cette doléance des travailleurs, des syndicalistes et tout le reste. Donc moi, je ne pense pas que cette opposition politique qu'il représente, et lui-même il a fait bien de le dire, sur papier, a été vraiment une opposition politique. Et maintenant, de l'autre côté, quand on cite le parti MPL, vous savez que c'est un parti qui veut nous montrer de quoi il est capable. Nous, on ne le voyait pas véritablement. Mais vous savez que dans le peu de temps que nous l'avons remarqué, il a essayé quand même, Espérance TB, avec un peu de courage, de dire certaines choses. Et lui, à chaque fois qu'on l'appelle, il répond toujours présent. Maintenant, le Parti des démocrates, vous avez dit que c'est une stratégie. Moi, franchement, je ne suis pas convaincu. Je vais laisser le soin à Karim Goundi de nous dire si c'est vraiment une stratégie. Karim Goundi, avant que je ne vienne à vous, oui, Spérois aussi, non, vous avez des appréhensions par rapport à mon introduction liminaire. Vous savez, Modeste, au Bénin, on a des formations politiques de l'opposition qui se révèlent à la face du monde. Quand je prends par exemple le parti MPL, Aristide l'a dit, c'est un parti ancré véritablement au sein des populations, un parti engagé qui prend encore... Vous jouez le rôle de directeur de communication. Non, je ne joue pas le rôle de directeur. J'ai vu les responsables de ce parti-là aller au charbon, descendre dans les coins et recoins du Bénin, raison pour laquelle je dis ce que je suis en train de dire là. Et le chef de file de l'opposition, c'est vrai... Mais on sait comment ils sont nés, hein. Le MPL, on sait comment le MPL est né. On sait comment le chef de file de l'opposition est devenu chef de file de l'opposition après les communales de 2020. Mais il faut rappeler que chacun a son rôle. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Et quand on a une formation politique de l'opposition, il faut jouer pleinement et complètement ce rôle de l'opposition. Les démocrates, c'est vrai que les populations adulent véritablement ce parti, mais dans la réalité, il y a des choses à dire. Et je pense que Karim Goundi est là. Nous allons en parler au cours de cette émission. Oui, désormais les regards seront rivés donc sur Karim Goundi. Karim Goundi, vous avez écouté mes confrères qui sont sur ce plateau avec moi.
on n'a pas eu la présence de l'opposition politique. Eh bien, il y a un moment en République du Bénin, cette opposition politique a brillé par son absence, y compris même les partis, le parti, eh bien, les démocrates. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par là où mon ami a échoué tout à l'heure pour dire que les populations adulent le Parti démocrate, c'est vrai. Avant que les populations ne puissent aduler un parti politique, ça veut dire qu'un travail a été fait. Et le travail qui a été fait, c'est un travail minutieux, c'est un travail qui, on ne s'est pas arrivé du jour au lendemain. Les populations ne nous adulent pas à cause de nos beaux yeux, c'est parce qu'un travail a été fait. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que, contrairement peut-être à ce que vous pensez, le Parti démocrate quand même a répondu à vos invitations avant l'élection présidentielle de 2021. On était présents sur vos plateaux. On est aussi présents sur d'autres plateaux aussi. C'est vrai, vous aurez voulu que ce soit plus que ce que nous avons fait, mais n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte particulier. Il faudrait que je rappelle à vos téléspectateurs dans quelles conditions nous sommes, face à quel régime nous sommes. Alors, je repars, si vous permettez, rapidement, en quelques minutes. En 1990, après la conférence nationale des forces vives de la nation, vous allez constater que le président Soglo est arrivé. Quand le président Soglo a pris le pouvoir, bon, je fais un clin d'œil au président Soglo, je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai eu la chance de le rencontrer la dernière fois à Boycon, à son domicile privé. C'est vrai, il n'a plus ses jambes de 30 ans, il est vraiment âgé, mais il a pu bénir notre parti, il a pu nous donner des conseils, il a pu nous dire transformer ce parti en un parti de pauvres, transformer ce parti en un parti des immigrants. Quand j'étais au pouvoir, j'ai fait tout pour que... Un parti du peuple. Quand il était au pouvoir, j'ai fait tout pour que les plus démunis puissent avoir leur part dans la société. Alors, c'est pour dire, quand le président Soglo était là, il y avait l'opposition. Il y avait une opposition à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas sans savoir, bon, vous êtes des aînés par rapport à nous. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est là où on a vu des gens comme les Albert Ouedjere, les Charles Djerepo, les Jérôme Sakakina qui étaient à l'Assemblée nationale, qui bousculaient. Soglo était là. Soglo a permis l'opposition de s'exprimer. Après Soglo, il y a eu le général Kirikou, que vous savez très bien, que les gens critiquaient, ils critiquaient à longueur de journée. Le président Kirikou a dit, il n'y a pas de souci. Si ça peut permettre à ce que vous puissiez prospérer, alors il faut le faire. Il y avait même des médias même qui étaient à peine à 1 kilomètre de la présidence, qui faisaient des émissions, Bébête Info, le crépuscule dictateur et tout ça là. Le président Kirikou a laissé tout ça passer. Et ce qui nous a permis de pouvoir gagner le Millennium Challenge Account Compact 1. Parce qu'il y avait quand même de la démocratie, les gens s'exprimaient, d'accord, l'opposition pouvait faire ce qu'elle voulait dans les règles de l'art, en respectant la loi. Alors quand nous venons au président Yahi, le président Yahi a permis quand même à l'opposition de s'exprimer. Vous avez vu, les gens marchaient ici des mercredis rouges. Les gens marchaient, tous les mercredis, les gens marchaient. Les gens réclamaient des choses. Et le président Yahi était obligé d'écouter. Le président Yahi n'a jamais fermé l'élection. Et n'a jamais arrêté les gens parce que les gens ont marché. Donc, il a permis, vous devez savoir qu'en 2015, il y avait eu même des soulèvements où des camions des sapeurs-pompiers ont été brûlés. Et pourtant, personne n'a été arrêté. Parce que lorsqu'on est président de la République, un président de la République, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un citoyen que les populations donnent la légitimité de représenter. Alors lorsque vous devez être au-dessus de la mêlée. Ceux-là ont compris que, attention, il faut être au-dessus de la mêlée. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes face à quel type de pouvoir? C'est la question qu'il faut se poser pour savoir si réellement l'opposition, est-ce que l'opposition peut agir comme elle le faisait avant? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un pouvoir... Un petit moment. Oui. Vous avez la possibilité, chers confrères, de poser des questions à notre invité sur le plateau, s'il vous plaît. D'accord. Nous sommes face à un pouvoir aujourd'hui qui n'aime pas la contradiction, qui n'aime pas la critique, qui a pris l'option des exclusions. Je vais expliquer tout ça à vos téléspectateurs, je vais les rappeler, tout ça. Donc vous êtes en 2019, on est en 2019 où on s'apprêtait à aller aux élections, tout le monde était prêt, on va aux élections. Oui, du jour au lendemain, on se réveille un matin et on se retrouve avec la Cour constitutionnelle qui nous met un papier qu'on appelle certificat de conformité. Lorsque vous êtes de l'opposition et qu'une institution qui n'a pas habilité à vous introduire un document dans le processus électoral, l'introduit. Vous dites non, on vous dit que c'est ça ou rien. Face à vous, il y a des gens qui ont la force publique, qui ont tout, mais vous pouvez faire quoi?
Alors, quand vous refusez, vous dites non, ça là, on doit quand même aller aux élections, nous sommes des Béninois, ainsi de suite. On vous dit que vous êtes des terroristes. On vous dit, et on a vu, et c'est passé sur toutes les chaînes, où des forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les populations, parce que les populations réclamaient, je dois aller aux élections. Voilà, face au pouvoir auquel nous sommes. Lorsque vous êtes face à un pouvoir pareil, vous pouvez faire quel type de position? Et après ça, on se retrouve en 2020. En 2020, on va aux élections communales où le protocole de la CEDEAO dit que 6 mois avant l'élection, on ne peut pas toucher le code électoral. Mais nous, ce qui s'est passé en 2020, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, on a violé, on a roni nos aînés qui se sont assis en 90 et qui ont pensé redonner un autre chemin à notre pays. C'est en pleine élection des maires. C'est-à-dire, on a même fini la campagne électorale, on a fini tout ça en pleine élection des maires, qu'on dit aux gens, arrêtez tout ça. Députés, repartez à l'Assemblée nationale. Faites-moi une loi qu'ils ont appelée loi interprétative pour permettre aux chefs de parti de nommer les maires. Ça veut dire que les maires qui sont actuellement en poste, il y a des maires élus, il y a des maires nommés. Voilà dans quelles conditions nous sommes. Lorsque un chef de l'État, lorsqu'un gouvernement se permet de faire ce qu'ils sont en train de dire, ça veut dire qu'il compte sur beaucoup de choses. Lorsque vous sortez, vous voulez manifester, on peut vous arrêter. On est venu même arrêter même des gens chez eux en slip. Ils dormaient. Des gens, après 21h, on a arrêté des gens. Mais en 2021, vous savez ce qui s'est passé. Mais en 2021, on a écouté le chef d'État dire, en 2021, quand il a fait sa tournée, il dit, les démocrates auront des parrains. Cette phrase, ça m'a marqué sérieusement parce que je me dis, mais ce que nos aînés ont fait comme conférence nationale, c'est le fruit ça là, où une personne peut dire, c'est-à-dire la loi revient à... La loi représente désormais une personne qui peut dire, bon, ceux-là peuvent avoir des parrains, ceux-là ne peuvent pas avoir des parrains. Le chef d'État dit, les démocrates vont avoir des parrainages pour aller aux élections. Alors, on voulait aller aux élections communales de 2020. On n'a pas eu la chance d'aller aux élections. On voulait aller aux élections de 2019. On n'a pas eu la chance d'aller aux élections pour avoir nos propres parrains. Et vous savez qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des bénins qui sont tombés. Rien n'est plus cher qu'une vie humaine. Lorsque vous êtes face à un pouvoir qui vous dit, vous allez avoir des parrains, on dit d'accord, il n'y a pas de souci. On est là, on choisit nos candidats. Madame Rika Madougou a été choisie, et comme colistier, on a l'honorable Patrick Divock qui a été choisi. Et subitement, on nous dit qu'on ne peut pas avoir des parrains. Et on donne des parrains à des gens qui nous ont infiltrés et qui sont sortis et qui vont déposer nos dossiers. Ils ont voulu même usurper, ils ont voulu prendre notre parti pour aller aux élections. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à un pouvoir qui nous choisit nos candidats, qui veut nous choisir nos candidats pour aller aux élections. Lorsque nous sommes dans une situation pareille, comment vous voulez que l'opposition puisse être animée comme être animée avant? À situation exceptionnelle. Non, mais en réalité, monsieur le directeur de la communication, en réalité, ce sont ces nombreuses situations qui, en réalité, devraient permettre au Parti des démocrates de monter au créneau pour jouer véritablement sa partition dans un régime de démocratie, puisque, je me rappelle, père son âme, Jean-Marie Zohou, que j'ai connu, que j'ai pratiqué, j'ai été d'ailleurs même directeur de communication de son parti politique, l'Union patriotique pour la République, disait que l'opposition politique dans un régime de démocratie pluraliste est plus que nécessaire pour le pouvoir en place. Donc, le Parti des démocrates, à mon avis, avait un tout petit peu péché à ce niveau-là. Il fallait véritablement saisir la balle au rebond au regard de tout ce qui se passait pour véritablement jouer sa partition. Monsieur Goumbi. Non. Laissez, je vais essayer de répondre. Avant de pouvoir répondre, je voudrais faire une petite explication. Je ne suis pas directeur de communication, je suis secrétaire adjoint à la jeunesse, au sport du Parti des démocrates et membre de la cellule de communication. Voilà exactement le titre que vous avez. Le titre que j'ai. Alors, lorsque vous êtes face à un régime où un professeur d'université peut quitter les cours et être arrêté en pleine voie, sans convocation. Lorsque vous êtes face à un régime où notre candidate va à un meeting à Porte-Nouveau et sans convocation peut être arrêté, vous pensez que c'est sortie médiatique qui va vous faire quoi? Alors, Karim Goundi, est-ce a dit que c'est la peur au ventre que vous retournez dans vos casernes, la queue entre les jambes et vous choisissez de ne rien dire? Non, ce n'est pas la peur au ventre, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Un repli tactique, vous voulez dire? Un repli tactique. Parce que lorsque vous êtes face aux gens qui ne veulent pas vous écouter, qui disent que c'est ce qu'eux disent
qui est la vérité, vous devez rester dans ce qu'eux disent. Qui se disent, c'est eux qui ont la science infuse. Vous dites non, la République ne peut pas se gérer comme ça. On dit non, ce n'est pas ça. Si vous dites non, que vous allez insister, on va vous arrêter. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, il faut être en liberté pour continuer le combat. Aujourd'hui, vous parlez à la télé, par exemple. Ah oui, mais vous n'avez jamais cessé de parler. Oui, moi, je n'ai jamais cessé de parler. Mais vous n'avez pas été arrêté non plus. Non, bon, il faut nuancer les choses. Il faut nuancer les choses. Parce que je ne sais pas réellement ce que les autres ont fait et ont été arrêtés pour peut-être nous décourager par rapport à certaines choses. Quand moi, je viens parler, par exemple, je n'insulte personne. Donc, il a fallu qu'on vous mette cette trouille-là pour que vous disparaissiez. Non, ce n'est pas. Si on avait la trouille, on ne serait pas là aujourd'hui. Si on avait la trouille, on ne serait pas aux élections, on ne serait pas présent aujourd'hui aux élections législatives de Karim, 2023. vous ne savez pas, oui. Quand vous venez sur le plateau, oui. vous n'insultez personne. Oui. Et dans le même temps, vous ne savez pas ce que les autres ont fait pour être arrêtés. Est-ce à dire que les autres ont insulté insidieusement le pouvoir? Non, mais j'ai vu des gens manifester. Moi, j'ai vu des gens manifester. Moi, j'ai vu même des gens, je connais même des gens qui n'ont même pas manifesté et qui ont été pris chez eux. Je connais des gens qui ont fait ça. C'est des démocrates. Et c'est des démocrates. Et aujourd'hui, en temps normal, avant de parler de l'opposition, je devais rendre hommage à certaines personnes qui sont aujourd'hui en prison. Je devais rendre hommage à Mme Riki Amadougou. Je devais rendre hommage au professeur Frédéric Joël Aïvor. Je devais rendre hommage à Latif Zibo. Je devais rendre hommage à Malouas. Je devais rendre hommage à plein de personnes qui sont aujourd'hui en prison parce que j'ai appris que dans les prisons, les gens vous suivent. Parce que quand vous êtes très suivis, les gens vous suivent. Si aujourd'hui les gens nous suivent, qu'ils sachent que c'est pour eux que nous sommes en train de faire le combat. Et par la grâce de Dieu, parce que nous sommes un peuple croyant, ils vont sortir et on va continuer le combat. Gondi, vous avez dit un certain nombre de choses. Oui. Vous avez fait la litanie des péchés du gouvernement. Oui. Vous avez parlé du certificat de conformité. À ce que je sache, la Cour constitutionnelle est le juge constitutionnel en matière d'élections législatives. C'est à la Cour constitutionnelle de prendre un certain nombre de mesures. Alors, parlant de certificat de conformité, une fois cette disposition introduite à l'époque, qu'aviez-vous fait en tant que parti politique? Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? Vous avez juste consommé ou vous êtes monté au créneau pour dénoncer le fait que cette disposition soit introduite? Je vais faire un rectificatif. La Cour constitutionnelle intervient uniquement au niveau du contentieux électoral. La Cour constitutionnelle n'intervient... juge électoral. Oui, contentieux électoral. Ça veut dire que quand il n'y a pas contentieux, la Cour n'intervient pas. On était dans une situation où il n'y avait pas de problème. On voulait même aller aux élections. Et la Cour constitutionnelle, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon voilà, quel papier on doit créer pour pouvoir écarter ces gens-là. Et la Cour constitutionnelle s'est permis. Et aujourd'hui, celui qui était président de la Cour constitutionnelle est président d'une organisation aujourd'hui qu'ils appellent formation politique, qu'ils ont démontré aujourd'hui que en réalité, ce n'est pas une formation politique, ce qu'ils ont. Donc, ils n'ont pas, la Cour constitutionnelle n'avait pas le droit de nous introduire le certificat de conformité parce que ce n'est pas de son ressort. La Cour constitutionnelle est là lorsqu'il y a contentieux électoral. Par exemple, il y a eu contentieux électoral. Un citoyen est parti déposer un recours par rapport à la date des élections du 8 janvier. Pour dire, bon, la loi n'était pas claire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous rappelle, et là je vais revenir là-dessus, que c'est le président Djogbenou qui était président de la Cour constitutionnelle qui a tranché que c'est le 8 janvier. Mais il n'est pas le seul membre de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, c'est 7 sages. Mais il est le président. C'est lui le président, c'est très important. C'est lui le président. Alors, il s'est permis, en tant que sachant en droit, il s'est permis de nous introduire un certificat de conformité. Et comme résultat, permettez que je vous dise... Quand vous dites ça, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas seul membre de la Cour constitutionnelle. Monsieur le journaliste, c'est le président. Moi, je vois le président de la Cour constitutionnelle. Et je vous dis, le certificat de conformité qu'il a introduit, permettez de dire qu'il a introduit, parce que c'est lui qui préside, d'accord? Qu'il a introduit, nous a occasionné des pertes en vies humaines. Que deviennent alors les autres membres de la Cour constitutionnelle? Les autres membres de la Cour constitutionnelle répondent de lui. Il ne peut rien faire sans lui. Ah bon? Ah oui, il ne peut rien faire sans lui. Même si quelque part il est le porte-parole, mais il ne peut rien faire sans lui parce que c'est lui le président. Et je vous dis qu'il est sachant en droit et qu'il a permis de mettre le certificat de conformité. Et je rappelle à vos téléspectateurs, parce que je ne peux pas les embrouiller, je rappelle à vos téléspectateurs que la Cour constitutionnelle intervient lorsqu'il y a contentieux électoral.
Oui, Karim C'est Goundi. très important de le dire pour savoir qu'il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé. Oui, la petite question que j'ai pour vous, ce que le parti Les Démocrates a traversé là, est-ce que selon vous, c'est tous les partis de l'opposition qui ont traversé cela au point où on en arrive à ce silence dans votre milieu qui aujourd'hui, on avait quand même vu venir une coalition au sein de l'opposition qui a finalement échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais permettez que, je suis venu ici parler du Parti des démocrates, d'accord? Permettez que je me cadre au niveau du Parti des démocrates parce que si je parle des autres, ils risquent de se sentir lésés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je viens d'une formation politique qu'on appelle FCBE et vous savez comment FCBE est né. Vous savez comment est-ce que le chef de file de l'opposition a été nommé. Donc, si je dois revenir sur ça, les gens vont se sentir lésés parce que je serai dur. Parce que FCBE, on a travaillé, on a suivi, on a voyagé, on allait faire des meetings, on allait tout faire pour construire cette maison-là. Alors, Karim Goundi, de tout ce que vous avez cité depuis 2019, en partant du certificat de conformité, des tirs à balles réelles sur les manifestants et tout ce qui a suivi la modification de la loi en plein processus électoral, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans tout ceci pour que vous décidiez désormais de revenir à la charge? Mais en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous êtes face à un régime qui se comporte comme ceci, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Donc votre repli tactique a constitué à quoi? Le repli tactique a constitué à créer aujourd'hui ce qu'on appelle le Parti des démocrates. Et aujourd'hui, à continuer à... D'abord, en créant le parti politique, en militant dans un parti politique, c'est un combat politique. Mais vous savez que dans l'opposition, dans la résistance, certains se sont dit non, mais on ne fait rien. Il ne faut même pas aller aux élections. Il ne faut même pas créer un parti politique. Nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est leur choix. Et certains sont à l'extérieur disent non, il ne faut pas que... Vous allez aux élections pour faire quoi? Oui, c'est pipé, les dés sont pipés d'avance. Les dés sont pipés. Nous savons qu'en créant le parti les démocrates, en militant dans le parti des démocrates, en réclamant notre droit d'aller aux élections, que ça aussi c'est un combat politique. Donc ce n'est pas que quelque chose a changé, mais c'est la même chose qu'on a dû faire. Et vous savez dans quelles conditions nous sommes allés aux élections avec les difficultés qu'on a eues. Que les autres partis n'ont pas eues. On a eu des difficultés et au final, ce qui est important pour nous, c'est que nous allons aux élections. Alors, il y en a qui ont dit que l'UPR, par exemple, l'UP, le renouveau, si vous voulez, ou UPR et tout ce que vous voulez, va vous damer le pion parce que vous ne faites pas le poids sur le terrain. Et aujourd'hui, vous avez en face deux partis de la mouvance qui ont véritablement de moyens pour faire ce combat. Les démocrates, ils sont peut-être une petite pièce dans le lot et que les démocrates ne pourront rien au lendemain des élections. C'est sûr que tous les sièges à l'Assemblée, si on vous a trop donné, c'est neuf. Non, le problème, il faut repréciser la question. C'est-à-dire pour les observateurs avertis de la chose politique au Bénin, l'opposition politique ne pourra rien faire dans ce scrutin législatif. Moi, je donne rendez-vous aux gens au soir du 9 janvier. Parce qu'au soir du 8 janvier 2023, M. Valentin Adjiboucha vient de dire quelque chose tout à l'heure, a prononcé un nom tout à l'heure. Vous avez dit UPR, c'est ça, non? UPR le renouveau. UPR le renouveau, voilà, UPR le renouveau. Cette organisation... C'est un parti politique. Non, permettez-moi de dire, j'ai le droit de dire que c'est une organisation, que ce n'est pas un parti politique. Et vous répondez le devoir de vous rappeler que c'est un parti politique. Bon, je vous lis le code électoral. Régulièrement enregistré. Oui. Allez-y. Oui, je montre, là vous allez voir ce que le code électoral. Article 14 du code électoral, alinéa 1er. L'alinéa 1er dit, les personnes membres des institutions de l'État impliqués dans l'organisation des élections et dans la gestion du contentieux. Je commence en disant, l'article 14 dit, nonobstant les dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent être fondateurs ou dirigeants d'un parti politique. Les personnes membres des institutions de l'État impliquées dans l'organisation des élections et dans la gestion des contentieux électoraux. Il a déposé sa démission. Excusez, je vais finir. Ça ne veut rien dire. La démission déposée ne veut absolument rien dire. Mais c'est un fait. Non, attendez. Allez-y. Il était président de la Cour constitutionnelle qui a déjà tranché un contentieux électoral concernant cette élection. L'élection du 8 janvier. D'abord, c'est lui-même, c'est leur décision qui a mis la date du 8 janvier comme date
à laquelle on ira aux élections législatives. Non, ça a clarifié puisque le code électoral avait déjà parlé, n'est-ce pas, du 8 janvier. Non, mais ils sont venus préciser. La décision est là. La décision de la Cour est là. Ça veut dire qu'en ce moment, il était arbitre. Il a porté le maillot d'arbitre avec son sifflet. Il a sifflé pour dire, ah, désormais, c'est le 8. On est d'accord, on se met au garde à vous. La décision de l'arbitre est incontestable. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord, on se met au garde à vous. La même personne revient. Vous dites qu'il a démissionné. Et il revient être président d'un parti politique qui va aux élections où il a déjà arbitré. Mais dites-nous, oui. en fixant la date des prochaines élections législatives au 8 janvier, oui. Qu'a-t-il fait de mal? Oui, non, il n'a pas fait. Il a fait son rôle. Mais il ne peut plus venir être joueur parce qu'il a été arbitre. C'est la loi qui le dit. Pour le même match. Pour le même match. C'est la loi qui le dit. C'est pourquoi, en réalité, le monsieur Dobrenou, Fifame, ne peut pas être... Je ne voudrais pas... Oui. Non, il n'y a pas de souci. Allons-y. Non, mais c'est la loi qui le dit. Débat autour d'une personne. Non, ce n'est pas un débat de personne. Ce n'est pas un débat de personne. La loi dit, celui qui a déjà tranché, celui qui a du contentieux électoral, ne peut pas être fondateur d'un parti qui va aux élections où il a déjà été arbitre. C'est la loi qui le dit. Maintenant, je vais encore à l'article 15. L'article 15 dit « Aucun parti politique nouvellement créé ou né de la scission d'un parti existant ne peut choisir une dénomination, un emblème, un logo, un sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux d'un parti déjà enregistré au ministère chargé de l'Intérieur ou qui est susceptible d'engendrer la confusion. » C'est ça qui est important. Susceptible d'engendrer la confusion dans l'esprit des électeurs. Alors, lorsqu'on le dit, c'est la loi qui le dit, l'article 15 qui le dit, nous avons le parti dont vous voulez de dire tout à l'heure le nom. Et moi, j'ai dit que c'est une association, ce n'est pas un parti politique. S'il vous plaît, d'accord, s'il vous plaît. Permettez que je finisse. Non, ce n'est pas un débat de personne. Non, pas du tout. Parce que... Sachez l'utilisation des mots, sachez quels mots utiliser. Parce que les autres également ont une formation politique. On va ouvrir le débat, il sera contradictoire. Exactement. Si je finis de faire ce débat, vous pouvez inviter, d'accord? Et nous sommes en période électorale, s'il vous plaît. Nous sommes en période préélectorale, pas en période électorale. Vous pouvez inviter un membre de ce parti-là pour un débat contradictoire. Ce que je vous dis, l'emblème du parti, c'est quoi? C'est un baobab et l'arc-en-ciel. Lorsque vous voyez l'arc-en-ciel, vous pensez à quoi? Lorsqu'au Bénin, on monte l'arc-en-ciel aux électeurs, ils pensent à quoi? Les responsables de ces partis nous ont dit que... Non, attendez, je vais finir. Permettez que je finisse. Lorsque vous voyez le baobab, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'UP. Est-ce que vous connaissez le slogan de ce... vous avez dit d'appeler parti. Est-ce que vous connaissez le slogan du parti là? C'est Tchoko Tchoko, on gagne le cap. Quand on dit Tchoko Tchoko, on passe à quel parti? On parle de PAD. La loi dit susceptible d'engendrer la confusion dans l'esprit des électeurs. Il y a confusion dans l'esprit des électeurs. C'est pourquoi je dis... S'il vous plaît, M. Goumbi, on va revenir à l'essentiel. Oui. L'essentiel qui nous regarde dans cette émission Valentin Diboucha, c'est par rapport à l'opposition politique. Oui. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire que le Parti Les Démocrates joue fondamentalement son rôle de parti de l'opposition politique aujourd'hui en République du Bénin au regard de tout ce qu'il y a eu et au regard de tout ce qui vous a permis de faire ce repli tactique et de rebondir aujourd'hui? Est-ce que vous jouez désormais votre rôle constitutionnel? Je vais partir des faits pour vous montrer réellement qu'on joue notre rôle. Je parle des faits. Alors, au moment où tout ça se passait, Karim Goudi, qu'est-ce que vous aviez fait? Oui, ce que nous avons fait... Parce qu'au moment où tout ça se passait, ça se passait comme si on était dans une norme. Non, tout se passait comme si tout était normal. Parce que personne, on n'a pas entendu des gens lever le ton, hausser la voix pour dire attention, là où vous allez, le chemin ne passe pas par là. Mais on a toujours fait des communiqués. Jusqu'à ce qu'on nous a dit que nous sommes devenus un parti de conférence de presse et de communiqués. Qu'est-ce qu'un parti peut faire si ce n'est pas des communiqués et des conférences de presse pour dénoncer? Vous avez peur d'aller en tôle, donc il n'y a pas de mouvement. Non, non. Tout métier a ses risques. Alors, je reviens à la question de Modeste pour dire que nous avons, si j'ai perdu un peu le fil, il posait la question de savoir est-ce que nous jouons véritablement notre rôle? Oui, je parle des faits. Les faits nous montrent que le Parti démocrate joue son rôle. Vous allez constater, vous constatez que depuis que les gens ont compris que le Parti démocrate va aux élections, mais ça n'a quand même pas bougé de l'autre côté. Depuis que les gens ont appris que
Là, il faut que les partis démocrates aux élections, ils n'ont pas fait des discours ont changé, des fusions, des contre-fusions, les gens ne commencent pas à courir dans tous les sens, les gens ne commencent pas à faire des trucs, les gens ne commencent pas même aller sur des plateaux pour expliquer ce qu'ils ne faisaient même pas. Donc ça prouve réellement qu'ils ont peur du parti démocrate, et c'est parce que nous sommes en train de jouer un rôle. Là où nous sommes aujourd'hui, moi je parle des faits, moi je lis les têtes. Peut-être que je lis mal les têtes, vous allez organiser un débat contradictoire avec des gens, et on va faire le débat contradictoire pour que je puisse les démontrer. C'est eux-mêmes qui ont voté la loi, ce n'est pas nous qui avons voté la loi. C'est eux qui ont voté la loi. Mais il faut qu'ils respectent la loi. C'est quand même paradoxal. Hein. Vous dites qu'ils ont peur, c'est pourquoi il y a ces mouvements-là au sein de leur formation politique, mais dans le même temps, vous semblez craindre la présence du parti dont vous venez de citer le nom, et surtout de celui qui est à la tête de ce parti. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que moi je dénonce aujourd'hui, ce sont des sachants en droit. Il faut qu'on respecte la loi. Mais ils ne respectent pas la loi. On ne crée absolument rien. Au contraire, nous, on est content que ce soit eux qui soient à la tête de ces partis politiques-là, qu'on puisse démontrer en réalité qu'ils violent la loi allègrement. Alors, est-ce que vous êtes rassuré que vous, en tant que formation politique, notamment de l'opposition, le climat vous est favorable en ce moment? Vu que vous avez fait un repli tactique et qu'on ne vous a même pas remarqué sur le terrain, est-ce que vous pouvez revenir comme ça et les gens vont vous applaudir tout simplement? Je vous assure qu'au soir du 8 janvier 2023, le Parti démocrate va gagner les élections. Vous comptez sur quelles armes disposez-vous pour affirmer ce genre de truc? Mais nous avons nos structures. D'abord, notre première arme, c'est nos structures que nous avons mis en place. On a nos coordinations des circonscriptions électorales, on a nos coordinations communales et arrondissements et même des hameaux. Nous allons en profondeur dans le parti. Sinon, ce que nous retenons de vous actuellement, ce n'est que les communiqués, les conférences de presse. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Oui, vous savez que lorsqu'on va à un combat, il ne faut pas monter toutes vos armes. Parce que vous savez très bien que là où on est aujourd'hui, vous ne savez pas quelles mesures nous prenons pour la fraude électorale. Il y a un grand travail qui est en train de faire par rapport à la fraude électorale et je profite de votre micro pour rassurer les militants, pour dire que quand ça va arriver, ce n'est pas que j'appelle à voter, parce que nous ne sommes pas d'abord en période électorale, d'accord? Quand ça va arriver, que les gens se rassurent, tout sera sécurisé et pour que les choses se passent très bien au soir du 8 janvier 2023. Monsieur Goumi, il paraît que, Monsieur Gondi, autant pour moi, il paraît que la communauté internationale a été beaucoup dans votre acceptation dans ce scrutin législatif. La communauté internationale, les États-Unis, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, sont montés au créneau et ont fait pression sur l'actuel gouvernement, ce qui a été à la base du renouveau du parti politique Les Démocrates. Vous confirmez à ce micro? Ce que je voudrais vous dire simplement, je voudrais d'abord rendre hommage à ceux qui sont sur le terrain, qui ont fait le travail d'abord. Je rends hommage au président Thomas Boni-Yayi par rapport à son leadership éclairé. Je rends hommage au président Éric Koundété qui a su gérer la troupe jusqu'à là où on est arrivé aujourd'hui. D'accord? Pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Quand on parle de la communauté internationale, c'est normal que, parce que la communauté internationale, les pays que vous êtes en train de citer ont leur représentation au Bénin. Et voir ce qui se passe. Si aujourd'hui, on se taisait, on croisait les bras, on ne faisait rien, on ne dénonçait pas, et on ne faisait pas des communiqués, on ne disait pas ce qui se passe, eux ne sauront pas réellement ce qui se passe. Donc ça veut dire que nous avons joué notre rôle, et les autres ont pris la balle au bon, ils ont compris que ça ne va pas, ils ont fait certainement des rapports. Ce que moi, je vais vous dire tout de suite là, je dis, je remercie, je félicite, je tire chapeau au président Thomas Boni-Yayi, au président Éric Koundété, qui ont tout fait pour que nous en soyons là. Madame de Sanouanou, je pense que moi, je vais un peu titiller notre ami. Personnellement, je ne vois pas encore suffisamment les démocrates. En fait, ce qui a lieu de faire, et ce que je pense, c'est que la plupart des partis, je prends d'abord les partis de la mouvance, se taguent sur le programme d'action du gouvernement. C'est-à-dire, ce qu'ils proposent aux gens sur le terrain, c'est le programme d'action de Patrice Talon. Il y en a même qui disent, nous, on soutient Patrice Talon. Et puis ça, c'est un argument de campagne. Et je viens maintenant de l'autre côté. Oui. Je ne vois pas clairement ce qu'on nous expose pour nous dire que lorsqu'une fois nous serons au Parlement, quelque chose changera. Il y aura forcément une amélioration. C'est vrai qu'à l'annonce, n'est-ce pas, de la présence des démocrates sur la liste, des partis qui sont en compétition pour les prochaines élections, la danse a tout de suite changé, la cadence aussi a changé, mais sur le terrain du contenu, des propositions que font les différents partis en liste pour les élections, personnellement, je n'entends pas encore grand-chose. Je fais partie des gens qui lisent beaucoup les informations sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi la méthode
qu'on nous a soumis. Mais Valentin, vous oubliez que nous sommes en période de pré-campagne. Mais on ne voit pas. Non, mais il faut campagne véritablement pour que les partis politiques exhibent leur programme d'action. Hier, par exemple, vous étiez témoin, on a appelé près de 15 députés pour venir nous faire le bilan. Mais le seul argumentaire que nous avons eu, c'est que nous sommes sur le terrain. Ils font quoi sur le terrain autant pour ne pas venir dire, n'est-ce pas, rendre compte de ce qu'ils ont géré pendant tout le temps qu'ils ont passé à l'Assemblée nationale. C'est ça la question. Oui. Pour moi, même les partis de l'opposition doivent nous dire. Peut-être ils vont me dire que nous sommes pas encore en campagne. Monsieur, eh bien, comme on dit là, Gundi nous dit exactement ce qui se passe sans pour autant dévoiler eh bien, le contenu du programme que eh bien, le parti, les démocrates devraient véritablement défendre lors de ce scrutin. Ils sont tous sur le terrain, ils sont tous dans les hameaux, ils sont tous en train de faire déjà. Lors de ce scrutin législatif, puisque nous sommes en période de pré-campagne électorale, il faut attendre la période de la campagne électorale pour dévoiler eh bien, ce programme d'action. Oui, allons-y. Modeste Sanivanou, est-ce que vous permettez que j'ajoute une question? Oui, allez-y. D'accord. Karim Gundi, il paraît que le parti Les Démocrates est asphyxié sur le plan financier. Est-ce que vous confirmez? Parce que quoi qu'on dise, faire de la politique sur le terrain, c'est une question de moyens. D'accord? De gros moyens. Mais aujourd'hui, le parti Les Démocrates semble compter sur uniquement la bonne foi des électeurs. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vais commencer par vous répondre avant de revenir à M. Valentin. Nous, c'est un plaisir pour nous, c'est très bien pour nous que les gens pensent que nous sommes asphyxiés financièrement. Ah, donc vous n'êtes pas asphyxié financièrement? Nous ne sommes pas asphyxiés financièrement, nous ne sommes pas asphyxiés. Mais on a payé les 163 millions. C'est 163 millions 500, ce n'est pas 100 millions, c'est pas 100 000. Vous avez, c'est pas 163 000. Vous avez signé des engagements pour pouvoir payer. Non, ça là c'est un autre débat. Nous avons payé notre caution de 163 millions. Un parti qui est asphyxié ne peut pas payer 163 millions. Vous avez lancé un téléthon? Oui, un téléthon pour montrer aux gens que vraiment il faut que... Mais je peux vous rassurer que... pour montrer quoi aux gens? Pour faire adhérer les gens. Oui, pour faire adhérer, pour montrer aux gens que, attention, si vous voulez envoyer des gens, il faut vraiment cotiser. Mais je peux vous dire que ce n'est pas ça qui a payé la caution. D'accord? Donc ça veut dire que financièrement, nous ne sommes pas affichés. Mais si les gens pensent que nous sommes affichés, c'est très bon. Si les gens pensent que moi, qui suis né à Parakou ou bien qui suis de Copago, si les gens pensent que je ne vais pas mettre du carburant dans la voiture pour aller à Parakou faire campagne, c'est très bien pour eux. Mais le jour au mois de la campagne... Vous vous rendez facilement, vous prenez un citron que vous jetez en coudre d'eau, vous chutez tout le temps, et bien vous avez de la distance à parcourir pour atterrir à Parakou. Si c'est ça que les gens pensent, mais c'est très bien. Ça veut dire que quelque part, tous ceux qui nous ont dit que les gens cotisaient pour qu'ils aillent aux élections nous ont un peu vendu du vent. Parce que là, c'est pas sur ça vous avez compté. Est-ce que ça n'a pas contribué à quelque chose? Les gens ont cotisé, ça contribue à quelque chose. Ce n'est pas que la caution. Les gens ont cotisé et nous remercions tous ceux qui ont cotisé. Alors, si je reviens... La cotisation était réelle? Réelle. Les gens étaient réels. Donc, d'abord, il faut que je vous donne les codes de Cotonou pour que vous puissiez aussi cotiser. Parce que, quand même, c'est le parti du peuple. Il faut nous aider quand même à ce que le parti vive. Vous voulez que l'opposition vive. Nous sommes le parti de tout le monde. Non, d'accord. Mais tout le monde, d'accord. Bon, envoyez-nous votre cotisation. Alors, quand je reviens à votre question, vous avez parlé des députés de la mouvance présidentielle qui comptent sur le programme d'action du gouvernement et qui taguent sur ça pour faire la campagne. C'est tout ça, justement, nous-mêmes, on veut taguer. Sur le programme d'action du gouvernement parce qu'il a été mal exécuté. Et c'est ça que nous allons partir détailler. Parce que... Vous avez vu l'asphaltage à Cotonou un peu partout. Non, le Bénin, c'est pas Cotonou. Laissez-le aller. Non, laissez-moi. Non, je vais venir. Si c'est l'asphaltage, je vais vous poser seulement une seule question par rapport à l'asphaltage. C'est-à-dire vous ne pouvez pas répondre. Alors, le PAG, c'est sur ça que nous allons taguer justement parce que nous avons vu la différence entre le régime défunt et le régime actuel par rapport au PAG. Nous allons faire le point sur le plan de l'agriculture. Le SODA qui est là, les problèmes qui sont là aujourd'hui, qui a créé ces problèmes-là, nous allons expliquer aux populations. Nous allons expliquer aux populations comment est-ce que l'éducation a été crucifiée, enterrée rapidement sous la rupture. Sur ce volet, vous n'avez plus d'arguments, il y a eu révalorisation des salaires. Non, je vais revenir sur la révalorisation dont vous parlez. Contrairement à mon ami... Monsieur Gomis, ce sera à une autre occasion. Oui, ce sera à une autre occasion, s'il vous plaît. Oui, bon, allez-y. Voilà, donc je voudrais dire que nous allons revenir sur le PAG au cours de la campagne qui va s'ouvrir. Sans rien proposer de nouveau. On va proposer des choses justement. Puisque déjà nous, on a fait un séminaire à Boycon, d'accord, pour élaborer notre programme de législature
2023-2026. Notre programme est là. Que nous allons, et ça nous a permis de préparer aussi les arguments, l'argumentaire de campagne pour aller proposer des choses. Pour aller dire, si nous allons à l'Assemblée nationale, voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons défendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, que même pour augmenter d'impôts, de mettre une taxe quelque part, les députés doivent donner leur avis. Absolument. Les députés doivent donner leur avis. Quand on dit la dame qui payait 200 francs pour prendre sa place au marché, pour quitter de 200 francs à 500 francs, les députés doivent donner leur avis. Quand les ponts péages, quand on a fait augmenter les ponts péages, les députés doivent donner leur avis. Quand nous allons tout ça, nous avons au niveau du vote du budget. Au niveau du vote du budget. Tout ça, quand nous allons mettre ça en place, alors nous allons partir sur le terrain, on va expliquer aux populations ce qui s'est passé. Karim Goundi, est-ce que vous avez le retour que cette élection qui est en vue, les partis politiques de l'opposition, dont les démocrates, ils vont juste pour la figuration parce que tout est déjà tranché et on connaît déjà le nombre de... Le retour que nous avons, c'est que nous allons gagner l'élection du 8 janvier. Vous allez gagner comment? Mais comment vous voulez que sur la place publique, je vous dise nos stratégies pour gagner? Je ne peux pas vous dire nos stratégies. Donc vous espérez être majoritaire? Oui, bien sûr, on aura la majorité, bien sûr. Candidat Zanaï a dit au cours de cette tournée, parce que là, il a fait suffisamment de tournées ces derniers temps, que votre présence dans ce scrutin n'est que figuration, parce que vous ne ferez rien d'extraordinaire, vous n'aurez même pas un siège à l'Assemblée nationale. Et permettez-moi de ne pas répondre à M. Candidat Zanaï, parce que Candidat Zanaï dit qu'il n'est pas opposant, mais qu'il est résistant. D'accord. Permettez que je réponde aux réactions des opposants. Mais est-ce que votre participation à l'élection, vous êtes certain de tout ce qui va se passer après le 8 janvier? Mais nous avons à la tête de notre parti des gens comme le Dr Thomas Boni Yayi, qui a fait 10 ans au pouvoir, Éric Koundété, qui a fait 16 ans à l'Assemblée nationale. On ne peut pas avoir ces gens-là à la tête d'un parti politique et aller faire de la figuration. Mais il y en a qui pensent que Boni Yayi aujourd'hui est dans le système, parce que là, il a bénéficié, n'est-ce pas, des faveurs du régime en place. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Et ça a été dit aussi bien par les gens de la mouvance que par les résistants ou tout le reste. Oui, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Donc les démocrates, vous n'êtes pas dans la poche? On ne peut pas être dans la poche. Pourquoi vous pensez que tout le monde peut être dans la poche? Tout le monde est surpris de la façon dont vous avez obtenu votre récépissé définitif. Mais c'est normal qu'on le reçoive. Et le comble, c'est le remaniement, en quelque sorte, que vous avez fait dans la restructuration que vous avez fait au niveau des positionnements. Absolument. Vous avez éjecté des gens. Lorsqu'il vous a été loisible de remplacer les gens sur votre liste, il y en avait qui ont déjà obtenu leur quitus, mais qui n'ont pas été positionnés sur la liste. C'est-à-dire la façon dont la liste a été introduite à la Sénat, d'abord introduite à la Sénat avant d'aller à la Cour, et puis bon, il y a une coïncidence au moment où on a entériné cette liste-là, tout porte à croire que votre liste a été confectionnée, non pas par les démocrates, mais par d'autres personnes. Par rapport à cette question, je ne ferai pas la langue de bois. Je vous répondrai exactement ceci. Dites-nous la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous regarde droit dans les yeux pour vous dire la vérité. La liste, la première liste a été déposée, comme tout le monde, le 2, la date de clôture. Il se fait que parmi nos candidats qui étaient sur la liste, certains n'avaient pas leur quitus fiscal, alors que ils avaient déjà fait la demande. Et la loi dit, quand on fait la demande, on vous fait des observations en une seule fois. Vous corrigez tout ce qui vous a demandé, on vous donne. Si on ne peut pas vous donner, on dit on ne peut pas vous donner parce que vous n'avez pas payé et on remplace par quelqu'un d'autre. D'accord? Maintenant, on a déposé les dossiers. Certains n'avaient pas de quitus fiscaux et ça ne dépendait plus de nous. Alors, les gens, on a compris que les gens voulaient nous choisir, nos candidats. Qui sont ces gens-là? Ne me demandez pas de dire les noms de ces gens-là. Mais on a compris que, comme nos amis d'en face voulaient choisir nos candidats parce que les gens avaient payé tout, mais ils n'avaient pas leur quitus. On s'est dit, mais comment? Ça veut dire quoi? Et c'est là où on a introduit un recours à la Cour constitutionnelle avec... puisque quand vous êtes face à un adversaire qui veut utiliser une stratégie, vous devez utiliser une autre stratégie. Parce que notre objectif à nous, le peuple nous a dit, faites tout pour aller aux élections. Faites tout pour aller aux élections. On s'est dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on a introduit, la Cour nous a donné raison, mais on a dû faire une liste qui nous permette réellement
d'être validé et que nous puissions aller aux élections. Je ne vérifierai pas dans le débat pour vous le dire. Donc je ne suis pas là pour entrer dans les détails de l'autre a été enlevé, l'autre a été fait. Non, nous, ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, là où je vous parle, M. Goundi Karim n'est pas sur la liste. Mais Monsieur Goundi Karim n'est pas candidat. Votre collègue, ou je vais dire votre ami Guy Mitokpe avait quand même son quitus fiscal. Oui, pourquoi vous l'avez éjecté de la liste? Maintenant, si ça, là, ce sont des problèmes internes au parti. Ce sont les problèmes internes à la circonscription électorale. D'ailleurs, qui a éveillé les soupçons. On se dit, mais est-ce qu'on a aujourd'hui les partis politiques de l'opposition qui non, sont les gens des partis libres? Non, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. On vous a forcé la main? Non, pas du tout. Parce que, n'oubliez pas que chaque parti politique, est-ce qu'il y a un parti politique qui a déposé un dossier sans qu'il y ait un problème de positionnement? Est-ce que le Parti des démocrates, vous êtes sûr que vous êtes un parti de l'opposition libre d'exercer? Je suis devant vous en tant que parti politique. Je suis devant vous en tant que parti politique de l'opposition, régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique comme parti de l'opposition. Et on a signé tout ça. Vous ne pouvez plus me poser cette question. Il ne faut pas oublier le mot. Hein. Bien sûr, on est parti de l'opposition. Autrement dit, la condition pour être parti politique au Bénin, c'est qu'il faut être régulièrement enregistré au ministère et que votre dossier passe et tout le reste. C'est-à-dire après avoir donc rempli toutes les formalités, c'est bien ça. Bien sûr. Et après, vous faites encore des formalités pour vous dire je suis parti de l'opposition. On a fait tout ça. Ça veut dire que tous les partis qui ont été régulièrement enregistrés comme vous au ministère de l'Intérieur et qui ont respecté les mêmes démarches sont des partis politiques. C'est bien ça. Oui, bon, on peut dire comme ça, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Vous avez dit que vous êtes régulièrement enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur. Oui. À partir de ce moment, tout à l'heure, le parti dont vous avez parlé est un parti politique. Oui, c'est un parti politique. Régulièrement enregistré en République du Bénin. Régulièrement enregistré en République du Bénin. Et vous irez en compétition avec tous ces partis politiques-là bientôt. Bien sûr. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les démocrates, puisque c'est l'opposition, je veux quand même qu'on étende ça, n'est pas sur le terrain de l'opposition. Sur quoi, n'est-ce pas, vous fondez-vous pour penser qu'au lendemain du 8 janvier, vous serez majoritairement à l'Assemblée nationale? Parce que nous avons mis un système. D'abord, parce que nous savons que le peuple nous porte. D'abord, ça va un. Et nous avons mis un système en place pour occuper tout le terrain. Mais vos adversaires disent que dans des circonscriptions électorales données, c'est des poids plumes que vous avez positionnés. Ils seront mangés comme... Nous allons voir. Nous allons voir au soir du 8 janvier qui va manger qui. Moi, je vous dis, au soir du 8 janvier, j'aurais été très fier d'être... Non, il y aura un débat. Nous, on sera sur le plateau. Et je vous dirai... Et vous allez voir le nombre de députés que nous allons avoir. Tout a été mis en place. C'est calé, hein, Karim Goundi. Oui, c'est calé. Il faut dire apprendre mon nom. Oui, M. Goundi, cette émission tire vers sa fin, puisque là, eh bien, nous avons passé l'heure de l'émission. Nous avons grignoté encore 11 minutes dans les 30, non, pas dans les 30, dans les 25 qui restent. Il nous reste exactement 14 minutes pour partir de cette émission. Il y avait une deuxième dimension, eh bien, au niveau donc de cette émission d'aujourd'hui. C'est vrai que, eh bien, pour la première dimension, on n'a pas fini de vous cuisiner entièrement et totalement. Si je laisse mes confrères, ils vont vous fatiguer, vous serez obligé d'aller prendre une chaise et de vous détendre avant de pouvoir reprendre votre volant et repartir à la maison. L'opposition politique réclame la neutralité du président de la République dans ce scrutin législatif. L'opposition politique estime que le chef de l'État doit se mettre à la hauteur, eh bien, de ce scrutin législatif, même si, eh bien, il a une influence digne de ce nom sur, eh bien, le BR et l'UP, le renouveau. Alors, moi, je n'ai pas lu quelque part où le Parti des démocrates a réclamé la neutralité du chef de l'État, parce que moi, je parle sur les textes. Les textes de la République, la Constitution ne refusent pas à un chef d'État d'avoir un parti politique. Tout ce que la Constitution refuse, c'est que les moyens de l'État ne soient pas utilisés. D'accord? C'est tout ce que moi, j'aurais voulu. Autrement dit, si vous voyez le président de la République en campagne pour ces deux partis politiques qui aujourd'hui soutiennent son action, eh bien, à la tête du pays, ça ne vous dira absolument rien. Lorsque vous dites qu'il va faire campagne pour ces deux partis politiques, il y a problème. Une personne est obligée d'avoir un seul parti politique. Donc, c'est lorsqu'il va sur le terrain. Ah, bien sûr, lorsqu'il va sur le terrain, il fait campagne pour un seul parti politique, il n'y a pas de souci. Nous-mêmes, notre président Donner va sortir pour faire la campagne pour nous. Et là, il n'y a pas de souci. La loi ne refuse pas tout ça. Bon, moi, je ne trouve pas d'inconvénient que le chef d'État sorte pour faire campagne. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Seulement qu'il faudrait que les moyens de l'État soient mis à l'écart et que nous allons aller sur le terrain pour faire le combat, pour faire la campagne, c'est tout. Donc, voilà. Au temps du régime précédent, nous avons vu Boni Yahi battre campagne pour le parti FCBE. Bien sûr.
ça n'a pas suscité des réactions comme enfin, ce que vous êtes en train de dire actuellement. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a deux grandes formations politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Oui. Alors, si le chef de l'État devrait battre campagne pour une formation politique, que fera-t-il? Va-t-il convier les Béninois à voter pour l'UPR? Va-t-il convier les Béninois à voter pour le Bloc républicain? Alors qu'il y a d'autres formations politiques comme Moël Bénin et l'UDBN qui soutiennent également les actions du président Talon. Oui, cette question-là, par exemple, ce n'est pas à moi de la répondre. Enfin, moi, je ne suis pas là pour m'occuper des rupturiens, je ne suis pas là pour m'occuper d'eux. Moi, je dis, la Constitution, vous avez dit tout à l'heure que le président Yahi sortait faire campagne pour le Parti des démocrates. Il respecte la Constitution. La Constitution dit que, d'abord, un président de la République est un homme éminemment politique. Il peut sortir, il peut avoir un parti politique, il peut aller battre campagne pour son parti politique. C'est normal. Et ce que je dis, je répète, c'est l'utilisation des moyens de l'État qui sont proscrits par notre Constitution. Si le président de la République peut sortir, faire campagne, s'il pense, ou bien si les gens d'en face pensent qu'il peut faire campagne pour tous ces partis qui le soutiennent, bon, c'est à eux de savoir. Nous, peut-être, on va déposer un recours à la Cour constitutionnelle pour dire, mais attention, un individu, une personne est obligée d'avoir un seul parti politique, mais pourquoi une personne se permet de faire la campagne pour plusieurs partis politiques à la fois? C'est ce que nous allons dire. Puisque les coalitions sont interdites. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appartenez à un seul parti politique et ce n'est pas à moi, parce que moi je suis un loyaliste. Moi je lis la loi, je lis la Constitution. La Constitution dit que le chef de l'État peut faire campagne pour son parti politique et un ancien chef d'État peut avoir un parti politique et aussi aller faire campagne sur le terrain. La loi le dit. Donc il ne faut pas que... Mais hier hein, sous, n'est-ce pas, le régime que vous adulez si tant, oui. On a vu les gens mettre les moyens de l'État à contribution pour aller sur le terrain. Je le condamne. Je dis que ce n'est pas normal. Et je dis que ces gens-là devaient être poursuivis. Ces gens-là doivent être poursuivis. Même quand ils ont quitté les fonctions, ils doivent être poursuivis. Et si aujourd'hui, des gens vont se permettre de prendre les moyens de l'État pour aller sur le terrain, demain ils seront poursuivis. De si un homme comme moi disposez-vous pour contrôler tout ça? Non, il y a des moyens. Ne vous en faites pas à ça. Si c'est pour contrôler quelqu'un qui tue les moyens de l'État, non, il n'y a pas de problème. Parce qu'on voit des gens qui roulent, qui vont faire des meetings avec des voitures plaques bleues. On va les poser la question de savoir si plaque bleue, c'est une voiture personnelle. Il y a un aspect que vous semblez oublier, Modeste, vous permettez. Vous avez parlé d'arrestation des militants de l'opposition. Oui. Mais le Parlement a adopté une loi, la loi d'amnistie, pour permettre à ce que, qu'on passe de l'éponge à tous ces faits. Oui. Pourquoi ne pas apprécier cette loi? Non, il ne s'agit pas de loi d'amnistie. Il s'agit d'une disposition pour suspendre les peines. Non, il y a une loi d'amnistie qui a été prise. Monsieur le journaliste, ce que moi je vous réponds pour cette question de manière précise, moi je veux des faits. Nos camarades sont encore en prison. Je veux les voir dehors. Je les vois dehors, j'apprécie. Le jour où je verrai Ricky Amadougou, le professeur Joël Aïvo et des autres qui étaient tout à l'heure dehors, je vais apprécier. Vous me tendez le micro, je vais répondre. À part ça, tout ce qui se passe dans les papiers, pour 10 papiers, tout ça, là, ainsi de suite, moi, ça ne me concerne pas. Parce qu'en prison, c'est très dur là-bas de l'autre côté. On va récapituler, puisqu'il nous reste un petit bout de temps pour partir de ce plateau, Valentin Diboucha. Cette émission tire malheureusement à sa fin. Je vais commencer par Aristide Kanoussou. Est-ce que vous êtes satisfait de la présence de notre invité? Est-ce que véritablement vous investissez désormais le Parti des démocrates dans le rôle de l'opposition politique en République du Bénin au regard de tout ce qu'il nous a dit sur ce plateau? Je résume que le parti se focalise davantage sur le peuple. Le Parti des démocrates semble être confiant parce que le peuple le porte. Première chose. Deuxième chose, le Parti des démocrates vient de nous confirmer qu'il a les moyens, parce que quand on parle de politique, surtout de campagne électorale, c'est les moyens. Et les retours que nous avons dans les couloirs nous font dire que le Parti des démocrates se cherche sur le plan financier. Alors, quand je mets tous ces éléments ensemble et que je les confronte à ces partis politiques que nous avons en face du Parti des démocrates, notamment les partis de la mouvance, je peux dire que le Parti des démocrates a du fil à retordre et que ce parti ne devrait pas tout de suite se reposer sur ses lauriers ou se réjouir du fait qu'il est porté par un peuple pour ne pas faire le travail qu'il doit faire. Tout ce que j'ai retenu, c'est que effectivement, ils ont de l'énergie et ils confirment, ils réclament qu'ils sont partis de l'opposition. Moi, je leur concède ça.
Valentin Dibochat. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes dans des enjeux de taille et que lorsqu'on se veut de l'opposition, on se donne les moyens, n'est-ce pas, de conquérir le pouvoir. Et pour y arriver, les médias sont, n'est-ce pas, font partie intégrante des moyens qu'il faut utiliser pour réussir à convaincre celui qu'on n'a pas pu rencontrer sur le terrain. Il faut intégrer ça à la donne, et ça, je dis aux responsables des partis, les démocrates, qui doivent intégrer cette partie-là. C'est des gens qui sont quand même en politique il y a un moment et qui s'y connaissent. L'autre chose que je souhaiterais, c'est que il faut que, n'est-ce pas, même quand on a un parrain comme Yahi Boni, qu'on se permette, il faut qu'on aille forcément à la rencontre des populations, qu'on leur dise ce qu'on veut faire et que nous puissions, n'est-ce pas, les marquer à la culotte par rapport à leur programme d'action au lendemain, parce qu'il y a beaucoup qui nous ont vendu de ce genre de trucs, mais une fois arrivé à l'Assemblée nationale, le peuple a été mis de côté. Merci Valentin Dibochat. Eh bien, Espérois ou sinon je note que M. Karib Gondi a rappelé la prise de certaines dispositions pour empêcher en fait l'opposition de participer aux élections précédentes. Dans le même temps, je voudrais lui faire savoir que les mêmes dispositions qui ont été décriées par les partis politiques de l'opposition, eh bien, ce sont ces mêmes partis qui se sont rendus soit à la Sénat, soit à la Cour pour déposer leur dossier, pour se conformer en fait aux dispositions qui ont été prises dans le temps, dispositions décriées par l'opposition, donc chose incompréhensible. Je note également que le parti Les Démocrates est un parti adulé par les populations. Ce parti se prépare activement aux prochaines élections législatives. Pour notre invité, le parti va rafler la majorité des sièges au Parlement. C'est son souhait. Et nous souhaitons vivement que cet objectif-là soit atteint. C'est ce que je peux noter dans son intervention de ce matin. Alors, chers amis, eh bien, notre émission tire à sa fin. Vous avez forcément un mot de la fin. Bien sûr, j'ai un mot de la fin. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et vous dire que le Parti démocrate est disponible pour vos invitations. Nous viendrons à vos invitations. Ne vous en faites pas par rapport à ça. Parce qu'on a besoin de vous. Alors, deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais remercier le président Thomas Boni Yahi pour son leadership, pour tout ce qu'il fait. Pour passer au service commercial juste après. Bon, il n'y a pas de souci, nous allons voir nous allons voir comment ça va se passer. Et je remercie aussi le président Éric Koundété pour son leadership éclairé. Et je remercie aussi nos militants à la base qui sont debout comme un seul homme, qui nous permettent de rester debout. Moi, on a vu des gens qui ne votaient jamais et qui ont dit cette fois-ci, j'irai voter. Donc ça, là, c'est un travail qui a été fait. Et j'ai un coucou particulier à nos militants de Tangueta. Des gens sont même dans les lits d'hôpitaux et ils sont prêts à nous dire, si le Parti démocrate est là, nous sommes là, nous allons être avec eux. Tout cela, je les remercie et qu'on garde le cap jusqu'au soir du 8 janvier. Regardez droit dans la caméra, votre caméra de l'autre côté. Dites-nous que le Parti, les démocrates, demain, n'ira pas reptiliser dans le marigot de la mouvance. Oui, parce que nous voulons être rassurés sur ce plateau que vous êtes véritablement un parti de l'opposition politique. Vous n'allez pas mettre la nuit à profit pour aller demander au président de la République. Une fois à l'Assemblée nationale, nous voulons savoir que vous allez rester dans le même rôle. Je regarde droit dans la caméra pour dire que le président Éric Koundété est en train de faire un travail formidable. Et les députés qui seront élus par circonscription électorale, ils mettent tout en place pour qu'ils soient les prisonniers de leur circonscription électorale. Donc ça veut dire que c'est ce que le peuple dira qu'ils vont faire. Ils n'ont même pas le choix de faire autre chose que ça. Donc ne vous en faites pas par rapport à ça. Nous avons besoin que ça soit comme ça. Même le président de la République, le président de son excellent parti Talon, a besoin d'avoir une opposition comme nous, qui venons opiner, qui venons passer. Je l'ai écouté une fois dire que tout ce que l'opposition dit n'est pas mauvais, qu'il y a quand même du bon dans ce que l'opposition dit, que ça lui permet aussi de prendre des décisions. Donc, on sera à l'Assemblée nationale, on fera des critiques constructives pour que le Bénin puisse avancer. Parce que après tout, nous sommes les mêmes. Le Bénin est un et indivisible. N'est-ce pas? Merci. Merci pour cette dernière phrase, ce dernier groupe de mots que vous avez sorti. Aristide Kanoussou, terminus, tout le monde est sans. Tout le monde est sans. On est d'accord là-dessus. Merci pour ce Valentin Dibochat. Le Bénin est un et indivisible. N'est-ce pas? Oui. Affirmatif.
Affirmatif. Madame, monsieur, eh bien, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission Morning Live d'aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir donc d'avoir un représentant du Parti des démocrates. Vous avez vu, on ne lui a pas laissé la paix sur ce plateau. Il a eu véritablement chaud, mais seulement qui n'a pas dégouliné de sueur froide. Il est encore véritablement frais ici, dans ce studio-là. Mesdames, messieurs, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir, tel que je l'ai dit. On prend rendez-vous pour demain, si Dieu le veut. Et merci de nous avoir acceptés chez vous.